Cette boule incandescente, c'est la Terre, telle que les scientifiques l'imaginent il y a près de 4 milliards d'années. Un gigantesque astéroïde serait la cause de cette désolation. Un choc d'une violence inouïe, des millions de tonnes de roches transformées en vapeur incandescente, la disparition de toute trace d'eau à la surface de la planète bleue. Nous découvrons peu à peu l'incroyable violence qui a façonné l'histoire de nos origines. Il y a 2,2 milliards d'années, la glace recouvre entièrement la planète durant plusieurs millions ou dizaines de millions d'années, effaçant presque toute trace de vie. Puis, de nouveau le feu, il y a 250 millions d'années. Des éruptions d'une chaleur phénoménale, jaillies des profondeurs du manteau, redessinent notre monde et entraînent la disparition de plus de 90% des êtres vivants. La vie sur Terre a plusieurs fois été menacée d'extinction. Mais nous commençons tout juste à comprendre que ces épisodes catastrophiques ont été des étapes déterminantes sur le chemin qui a mené l'évolution jusqu'à nous. C'est sans doute à cause des grands épisodes glaciaires que nos aïeuls microscopiques ont évolué vers des formes de vie plus volumineuses. Et certaines théories affirment que c'est le violent épisode éruptif qui a conduit nos lointains ancêtres à protéger leurs petits dans les ventres maternels. Ce que nous sommes sur cette terre, nous le devons aux stratégies successives que la vie a déployées pour survivre aux différents cataclysmes qui ont ravagé la planète. C'est cette incroyable histoire, notre histoire, que nous découvrons aujourd'hui. Au commencement était une terre bien différente de celle que nous connaissons. La voici il y a 4,6 milliards d'années. Elle est entourée d'une épaisse couche de nuages. Sous ces nuages, la planète est écarlate. Son atmosphère, beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, ne laisse filtrer que les rayonnements rouges jusqu'à sa surface. Aucun continent n'existe encore. Elle est presque entièrement couverte par des océans. Autre différence essentielle, sa taille. Elle ne possède encore qu'un dixième de son volume actuel. Sa situation aussi est très différente. Elle orbite autour du Soleil en compagnie d'une vingtaine d'autres protoplanètes de taille équivalente. Aujourd'hui, cette partie de l'espace n'est plus occupée que par 4 planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mais il y a 4 milliards et demi d'années, cette région du système solaire était très encombrée. Alors comment la Terre est-elle devenue la planète bleue que nous connaissons ? Grâce au supercalculateur de l'Observatoire astronomique national du Japon, l'équipe du professeur Eiichiro Kokubo est parvenue à reconstituer l'histoire de cette métamorphose. Durant environ 10 millions d'années, les 20 protoplanètes ont sagement poursuivi leur course autour du Soleil.
Mais un jour, l'effet combiné de leur gravité a commencé à perturber leurs orbites, provoquant les premières collisions. Sous la violence du choc, les protoplanètes entrent en fusion et donnent naissance à un nouvel objet dont la taille est égale à la somme des deux précédents. La taille d'une planète dépend directement du nombre de collisions qui l'ont engendrée. Une ou deux protoplanètes ont suffi à créer Mercure. Pour former Vénus, il en a sans doute fallu 8. Mars pourrait bien n'être qu'une protoplanète archaïque qui aurait échappé à toute collision. Quant à la Terre, elle est sans doute le résultat d'une dizaine de rencontres de ce type. La dernière a sans aucun doute été la plus spectaculaire. Cette planète est déjà presque la Terre. Elle est née de la collision de plusieurs protoplanètes. Et voici l'ultime pièce qui vient compléter l'ensemble. L'extraordinaire puissance du choc expulse d'énormes quantités de roches en fusion jusque dans l'espace. Puis, capté par la gravité, l'essentiel de cette matière revient progressivement s'agglomérer à la surface de la planète. Mais la collision ne s'est pas produite de manière totalement frontale, et certains débris ont été projetés encore plus loin dans l'espace. Ils sont restés en orbite autour de la planète longtemps après l'événement. Vus depuis la surface, ils devaient constituer une immense ceinture semblable aux anneaux de Saturne. À leur tour, ces fragments se sont télescopés, fusionnant à de multiples reprises, jusqu'à donner naissance à un objet céleste imposant. Le satellite de notre planète est né de ces rencontres. Il nous est désormais familier. C'est la Lune. C'est donc d'une série très précise de collisions qu'est né le système Terre-Lune que nous connaissons aujourd'hui. Si les protoplanètes s'étaient percutées différemment, la taille de la planète placée sur l'orbite qu'occupe aujourd'hui la Terre aurait probablement été tout autre. Elle aurait pu avoir un volume 2 fois plus important, ou une masse inférieure de moitié. C'est à une succession de hasards que la Terre doit sa masse actuelle. Pourtant, cette taille imposante était une des conditions indispensables au développement de la vie à sa surface. C'est ce que nous apprend l'étude de la plus proche de nos voisines, Mars, la planète rouge. Les dernières expéditions spatiales nous ont révélé qu'à un moment de son histoire, un océan s'étendait ici. La distance qui sépare la planète du Soleil était a priori parfaite pour la rendre habitable. Mais Mars n'a pas grandi durant son processus de formation, et sa faible gravité n'a pas suffi à maintenir à sa surface une atmosphère dense et un océan. Si notre planète était restée de petite taille, il est probable qu'elle présenterait aujourd'hui un aspect aussi désolé que le paysage martien. Mais la masse acquise par la Terre au cours de sa croissance l'a dotée d'une force d'attraction bien supérieure. C'est elle qui lui a permis de conserver plus longtemps ses océans.
Et c'est au cœur de ces océans que la vie s'est développée. Mais à quoi ressemblaient les toutes premières formes de vie apparues sur la Terre? Qui étaient nos plus lointains ancêtres? La réponse à ces questions est venue d'un pays recouvert à 80% par les glaciers tout au long de l'année, le Groenland. C'est ici, près d'Isua, qui signifie l'endroit où la Terre finit et où commence la glace, qu'a été découverte une des plus anciennes formations rocheuses de la planète. Ce massif a plus de 3,8 milliards d'années. Il affleure ici sur une surface de 4 km de large pour 35 de long. Cet ensemble de roches noires est unique au monde. Isua est le seul endroit du globe où l'on peut étudier une formation aussi ancienne sur une telle superficie. C'est ici qu'ont été découvertes les plus anciennes traces de vie connues à ce jour. Le docteur Minik Rosing est l'artisan de cette extraordinaire découverte. Voilà, c'est ce rocher. Ce que vous voyez là nous projette 3,8 milliards d'années en arrière, aussi loin qu'on puisse aujourd'hui remonter en observant la surface de la Terre. Sur ce rocher d'environ 1 mètre carré, c'est cette bande noire d'une trentaine de centimètres de large qui monopolise l'attention des chercheurs du monde entier. C'est elle qui abrite les plus anciennes empreintes de vie découvertes à ce jour sur notre planète. Même en disposant d'une vue exceptionnelle, on ne peut distinguer à l'œil nu les fossiles de ses tout premiers ancêtres. La seule différence qu'il y a entre ce gris et ce noir, c'est que celui-ci contient du carbone et que ce carbone provient d'organismes vivants. L'agrandissement au microscope électronique montre la présence d'une quantité de petits grains noirs. Ce sont des particules de carbone. Leur analyse a révélé quels étaient sans doute les matériaux de base dont étaient composés les organismes qui vivaient ici il y a 3,8 milliards d'années. Selon le docteur Rosing, il devait s'agir d'entités mesurant à peine 1/100 de millimètre de long, assez semblables aux bactéries d'aujourd'hui. Un examen plus approfondi des rochers eux-mêmes a livré quelques indices concernant leur mode de vie. Ces nombreuses lignes parallèles plus sombres que l'on distingue sur la surface de la roche ont été créées par l'accumulation de poussière et de carcasses de bactéries sur un fond marin. Si ces lignes sont droites, c'est que ce site était à l'abri des perturbations qu'engendrent les vagues ou les courants. Il y a de cela 3,8 milliards d'années, cet endroit était donc un havre de paix au fond de l'océan, à plusieurs centaines de mètres sous la surface et à l'écart de toute côte. Et des organismes dérivaient déjà dans les profondeurs de cet océan primordial. Ils prélevaient sans doute dans l'eau de mer les nutriments nécessaires à leur subsistance, ainsi que le carbone qui composait leurs enveloppes. Ceci est le plus ancien rocher que l'on puisse étudier à la surface de la Terre. Et aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, la vie était déjà là. Donc aussi loin qu'on puisse porter le regard, il y a toujours eu de la vie. Je pense que la vie est apparue sur Terre il y a environ 4,3 milliards d'années, dès que les océans se sont formés et que les conditions nécessaires à son développement ont été réunies.
Ces traces sont celles de la plus ancienne forme de vie connue sur notre planète. Une empreinte tangible des origines de cette vie apparue au cœur d'un océan porté par une planète assez volumineuse pour l'avoir conservée. Le tout début d'un long périple évolutif qui, au terme de 4 milliards d'années, allait donner naissance aux hommes d'aujourd'hui. Mais il leur restait encore bien des épreuves à surmonter. La prochaine grande menace allait venir de l'espace. De nombreux fragments qui n'atteindraient jamais la taille critique d'une planète parcouraient encore le système solaire. Or, si la Terre avait acquis une masse suffisante pour que la vie apparaisse à sa surface, sa nouvelle gravité avait aussi multiplié le nombre d'astéroïdes qu'elle attirait. Et l'énergie que dégage un objet céleste qui vient percuter la Terre dépasse de très loin ce qu'on peut imaginer. Nous sommes ici en Arizona, sur le site du Meteor Crater National Landmark, plus connu sous le nom de cratère Barringer. Cet immense cratère de 1200 mètres de diamètre est le résultat d'un impact qui s'est produit il y a environ 50 000 ans. Mais quelle était la taille de la météorite qui s'est écrasée ici ? Au cours de l'été 2003, une centaine de personnes venues des 4 coins des États-Unis se sont rassemblées ici pour fêter un événement. Okay, folks, everyone move about 10 paces to your right. Tous membres de la même famille, ils étaient réunis pour célébrer le 100e anniversaire de l'acquisition de ce cratère par leur ancêtre commun, Daniel Barringer. Daniel Barringer était entrepreneur. Il avait fait fortune dans l'exploitation minière vers la fin du 19e siècle. En 1903, il acheta ce cratère, prévoyant d'en extraire les quantités de fer et de nickel que devait contenir la gigantesque météorite qu'il avait créée. Lorsque mon grand-père est arrivé au bord de ce cratère, il s'est imaginé que l'objet qui s'était écrasé ici devait être au moins aussi grand que le fond du cratère, soit plus de 500 mètres de diamètre. À ses yeux, ça représentait des millions de tonnes de nickel d'une immense valeur commerciale. Il y avait une fortune à faire. Daniel Barringer décida alors d'investir une somme incroyable, près de 10 millions d'euros, pour débuter l'extraction. Il mit tous les moyens en œuvre pour explorer les profondeurs du cratère. Mais malgré son entêtement, il ne trouvait ni fer ni nickel. Il creusait depuis près d'un quart de siècle quand une publication inattendue mit fin à son rêve. Pour l'essentiel, cet article établissait que le diamètre de l'objet qui avait engendré ce cratère ne devait pas excéder quelques dizaines de mètres. La déception fut amère. Contraint d'abandonner son projet, Daniel Barringer succomba à une crise cardiaque peu de temps après. Je pense que j'aurais facilement fait la même erreur. Vu les dimensions de ce cratère, on s'imagine immédiatement que la météorite devait être énorme. L'impact d'une météorite de la taille de ce filet avait en fait suffi à engendrer cet immense cratère de plus d'1 kilomètre de diamètre. Or, il y a 4 milliards d'années, on pense qu'un objet d'une taille infiniment plus grande est entré en collision avec la Terre. Un astéroïde d'un diamètre 10 000 fois supérieur à celui de la météorite Barringer. Quant à sa masse, elle devait être 1 trillion de fois plus importante. Le docteur Norman Sleep de l'université de Stanford et son collègue de la NASA, le docteur Kevin Zandle, travaillent ensemble à l'étude des impacts de météorites entrées en collision avec la Terre il y a 4 milliards d'années.
Mais l'intense activité tectonique de notre planète a depuis longtemps effacé de sa surface les plus anciens de ces cratères. Voyons si on peut l'orienter de la même manière. On ne reconnaît plus rien. La Lune, elle, n'a aucune activité tectonique. Sa surface a conservé les traces des plus anciennes collisions. De leur étude, les docteurs Sleep et Zanle ont cherché à déduire la quantité d'impact reçue par la Terre. Compte tenu de la différence de taille et de gravité, leurs calculs ont établi qu'ils avaient dû être 25 fois plus nombreux que sur la Lune. Personne ne guide la trajectoire des astéroïdes qui viennent percuter les planètes. La différence de dimension fait que la Terre reçoit plus d'impact. De la même manière, si des chasseurs tiraient au hasard dans une forêt, les cerfs seraient plus souvent touchés que les lapins. Nous avons répertorié les plus grands cratères de la Lune. Puis nous avons appliqué un coefficient qui prend en compte la taille bien plus grande de la Terre. Le résultat nous apprend que la Terre a reçu l'impact d'astéroïdes atteignant jusqu'à 500 km de diamètre. Voici les résultats de ces calculs avec la taille des astéroïdes et le nombre probable de collisions pour chaque type. Ils montrent que la Terre a pu subir jusqu'à 6 impacts de météorites de plus de 500 km de diamètre. En acquérant son volume actuel, notre planète était devenue un gigantesque attracteur de météorites géantes. Un objet de 500 km de diamètre, qui se déplace à 20 km par seconde et s'immobilise en 20 secondes en évacuant toute son énergie, ça produit une explosion phénoménale. À cette époque, un microbe avait bien plus de chances de survivre en s'installant sur Mars plutôt que sur la Terre. Comment imaginer l'effet qu'a pu produire un astéroïde de 500 km de diamètre entrant en collision avec la Terre? Cette reconstitution a été réalisée sous le contrôle d'experts en géophysique. Pour faciliter la compréhension des proportions, la Terre a été représentée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un astéroïde de 500 km de diamètre est par exemple plus long que la plus grande des îles qui composent le Japon. Le point d'impact a été situé en plein océan Pacifique entre le Japon et l'Australie. La vitesse de cet astéroïde est de 72 000 km/h, mais comme il est énorme, tout semble se dérouler au ralenti. Sous le choc, la croûte terrestre, épaisse d'une dizaine de kilomètres, se désolidarise du manteau, provoquant ce qu'on appelle un crust tsunami, un raz-de-marée de croûte terrestre. La fine pellicule blanche, ce sont les 4000 mètres de profondeur de l'océan. L'archipel du Japon est instantanément pulvérisé. De gigantesques débris sont projetés au-delà de l'atmosphère, à plusieurs milliers de kilomètres de la surface, avant de retomber sur Terre comme autant de bombes à forte puissance. La lèvre du cratère forme une immense chaîne de montagnes de 7000 mètres d'altitude. Le cratère lui-même est un gouffre de 4000 km de diamètre. Et ce ne sont que les premiers instants de la catastrophe.
Pour reconstituer la suite de l'événement, les scientifiques ont fait appel au plus grand banc de tests de collision du monde, celui de la NASA. Ce réservoir rempli d'eau simulera le comportement de l'océan lors de l'impact. Cette balle d'aluminium de 6 mm jouera le rôle de l'astéroïde. Elle va venir percuter l'eau à une vitesse de 20 000 km/h. C'est magnifique. L'impact de cette petite balle de 6 mm a violemment perturbé la totalité du mètre cube d'eau contenu dans le réservoir. Mais le véritable effet de la déperdition d'énergie à l'instant de la collision ne peut s'observer qu'au ralenti, ici à 6000 images secondes. Au moment de l'impact, la balle est instantanément freinée. La plus grande partie de l'énergie cinétique accumulée par le projectile est alors transformée en chaleur. Et cette chaleur extrême provoque l'évaporation immédiate d'une énorme quantité d'eau. Lorsqu'un astéroïde vient percuter la Terre, la matière est portée à des températures de l'ordre de 4000 à 6000 degrés centigrades. C'est à peu près la température de la surface du Soleil. Une expérience réalisée à l'université d'Hokkaido a permis d'évaluer le comportement de la météorite et du socle rocheux au point d'impact lorsqu'ils sont soumis à de telles températures. Cet échantillon de roche d'environ 5 mm de diamètre a une composition similaire à celle des météorites. Cette machine va progressivement porter sa température sous vide à plus de 2000 degrés. Sous l'effet de cette chaleur extrême, l'échantillon fond et libère une quantité de petites bulles d'air. La roche, comme l'eau, peut atteindre un point d'ébullition. Elle se transforme alors en un gaz que l'on appelle vapeur de roche. Lorsqu'on génère de la vapeur de roche, elle se dilate à une vitesse extrêmement rapide. Si vite qu'elle pourrait finir par couvrir toute la planète. La conséquence d'un impact de météorite, ce n'est pas seulement le cratère ou la zone de l'impact. C'est surtout l'échauffement que cela provoque dans et autour de l'atmosphère. C'est cette chaleur qui est la plus destructrice. Cet immense dôme brûlant qui surplombe le cratère quelques instants après l'impact, c'est la vapeur de roche. « 100 milliards de mégatonnes de roche instantanément transformées en vapeur par l'extrême chaleur générée par la collision. » Après s'être gonflée en forme de dôme, cette masse de vapeur de roche s'aplatit et se répand à grande vitesse dans toutes les directions. Trois heures à peine après l'impact dans l'océan, une formidable rafale de vapeur de roche portée à 4000 degrés centigrades et se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde atteint l'Himalaya.
La vapeur de roche atteint maintenant l'Amazone, à l'opposé du point d'impact sur le globe. L'intensité de la chaleur déclenche un phénomène de combustion spontanée. En un éclair, la jungle n'est plus qu'un océan de flammes. « 24 heures après l'impact, l'ensemble de la planète est enveloppé d'un nuage de vapeur de roche à haute température. Elle va ainsi recouvrir le globe pendant près d'1 an. L'océan, le berceau de la vie, n'échappe pas à la catastrophe. Sa surface bouillonne de toutes parts alors que la vapeur de roche vient tout juste d'envelopper la Terre. Il entre en ébullition. La violence de l'évaporation fait baisser le niveau de l'eau au rythme inimaginable de 5 cm par minute. L'eau de mer a totalement disparu. Il ne reste que le sel. Mais lui aussi s'évapore rapidement. Le plancher océanique est maintenant à nu et toujours soumis à cette température extrême. Très vite, il se met à fondre. Un mois seulement après l'impact, voici à quoi ressemblerait notre Terre sous son linceul de vapeur de roche. Une seule collision avec un astéroïde de 500 km de diamètre et plus une goutte d'eau ne subsiste sur la planète entière. Lorsque cet événement s'est produit, il aurait dû éradiquer toute vie de la surface du globe. Et pourtant, nous sommes là. Pendant très longtemps, on a pensé que chaque épisode d'évaporation totale avait entraîné l'extinction de la vie et qu'elle avait dû ensuite reprendre son développement depuis le début. Mais de plus en plus de scientifiques pensent aujourd'hui que des formes de vie ont réussi à survivre, même lors de ces épisodes catastrophiques. Une découverte récente faite au Nouveau-Mexique est venue appuyer cette théorie. Cette immense étendue recouverte de sel est un lac salé. Il y a 250 millions d'années, cette région était occupée par la mer. Un soulèvement du socle rocheux a asséché la zone. L'eau a disparu, mais le sel est resté. Un chercheur y a vu une sorte de version récente d'un épisode d'évaporation totale et s'est plongé dans l'étude de son impact sur des microbes présents à cette époque. Le docteur Russell Vreeland est microbiologiste à l'université de Westchester. Il a découvert qu'un site de dépôt de déchets nucléaires situé à proximité du lac Salé offrait des conditions idéales pour conduire ses recherches. On dépose ici dans des abris souterrains les gants, outils et autres objets contaminés qui ont été utilisés lors de la fabrication d'armes
Ces entrepôts sont situés au beau milieu d'une couche de cristaux de sel de près de 1000 mètres d'épaisseur qui s'est formée lors de l'assèchement de la mer. Les cristaux de sel ont tendance à se dilater progressivement, ce qui signifie que dans quelques siècles, ces déchets radioactifs seront totalement emprisonnés dans une gangue de sel. Si le sel peut ainsi isoler des déchets nucléaires, il est possible que des micro-organismes anciens s'y soient aussi trouvés prisonniers. C'est en suivant cette intuition que le Dr Vreeland a commencé à examiner les cristaux accessibles dans les profondeurs de ces installations. Ce dédale d'entrepôts souterrains a les dimensions d'une véritable cité creusée dans l'épaisseur du dépôt salin. Les murs, les plafonds, tout ici est en cristaux de sel. Chaque secteur est isolé par un système de porte automatique. Le Dr Vreeland effectue ses prélèvements dans les différents quartiers de ce labyrinthe. Le choix ne manque pas. Les cristaux de sel sont partout. Celui-ci est un très bon exemple de mon point de vue, parce qu'on y voit des bandes et des stries très lisibles. Et chacune d'elles représente une toute petite goutte d'océan permien, emprisonnée dans ce cristal depuis 200 millions d'années. À ses yeux, chacun de ces cristaux est aussi précieux qu'un diamant. On distingue à l'intérieur de minuscules inclusions liquides. Ce sont des gouttelettes d'eau de mer emprisonnées lors de la cristallisation du sel, il y a 250 millions d'années. Elles sont totalement isolées du monde extérieur par l'extrême solidité des parois. En perçant un trou minuscule dans ce cristal, le Dr Vreeland en a soigneusement extrait le contenu. Et l'analyse de cet échantillon l'a bouleversé. Il y a découvert des micro-organismes parfaitement constitués. Et il n'était pas au bout de ses surprises. Pendant 4 mois, il les a nourris d'un bouillon nutritif. Et un jour, ces microbes ont commencé à se diviser et à se multiplier. Après un sommeil de 250 millions d'années, ils revenaient à la vie. La bactérie que nous avons trouvée dans ce cristal n'était ni vivante ni morte. Elle était en suspension statique de longue durée. À l'état de spore, elle ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Le plus étonnant dans cet état, c'est que l'organisme en suspension n'a besoin d'aucun nutriment. Il ne produit aucun déchet. Et il peut ainsi attendre indéfiniment que les conditions redeviennent favorables à sa survie. Tandis que l'eau de mer s'évaporait et que les cristaux de sel se formaient, ces micro-organismes ont trouvé une gouttelette d'eau qu'un cristal emprisonnait. C'était leur meilleure chance de survie. La vie est tenace. Elle est capable de dénicher les endroits les plus improbables pour prolonger son existence. Pour le Dr Vreeland, cette ténacité constitue l'essence même de la vie. Ce qui m'émerveille le plus, c'est cette ténacité de la vie. Dès l'instant où elle est apparue, où elle s'est établie sur cette planète, il aurait fallu une catastrophe d'une ampleur inimaginable pour la faire disparaître. Mais l'épisode d'évaporation totale survenu il y a 4 milliards d'années a dû être bien plus destructeur qu'un simple assèchement. L'intensité de la chaleur a fait disparaître l'eau, mais aussi le sel du plancher océanique. Or, les protéines, qui sont les briques de base de la vie, se désintègrent dès que la température approche les 150 degrés. Alors, comment survivre dans de telles conditions ?
L'équipe du Dr Sleep a découvert une solution inattendue à ce problème. Un habitat enfoui bien plus profondément que les cristaux de sel. Ce graphique matérialise la répartition des températures sous la surface de la Terre. La chaleur vient du cœur de la planète. Les régions plus profondes ou proches d'un volcan sous-marin sont donc les plus chaudes. Plus on se rapproche de la surface, plus la température diminue. Dans les zones vertes, elle n'excède pas 100 degrés. Dans les bleues, elle ne dépasse pas 50 degrés. Aussi longtemps que des organismes demeurent en zone bleue, leurs protéines ne sont pas affectées. À la suite d'un épisode d'évaporation totale, le plancher océanique a pu être porté à 2000 degrés et cette chaleur s'est progressivement diffusée vers les couches inférieures. Pour effectuer ce calcul, le Dr Sleep intègre des paramètres comme la vitesse de propagation de la chaleur dans le socle rocheux. Là, on a la partie froide de la croûte. L'impact vient d'avoir lieu. La température augmente. Oui, le sommet de ce massif vire au magenta. La chaleur se diffuse lentement mais sûrement, au rythme d'1 mètre par an. Mais cette simulation met en évidence un phénomène étonnant. Seules les zones proches de la surface semblent subir une hausse de température. Au cours des 10 000 années qui suivent l'impact, il reste toujours des régions bleues. Tout organisme vivant à 1 ou 2 kilomètres sous terre serait raisonnablement en sécurité. La poussée de chaleur ne dure pas assez longtemps pour atteindre ces profondeurs. C'est le même phénomène lorsqu'on fait cuire une viande. On ne peut pas la rôtir en 1 minute. Même si on porte l'extérieur à une très forte température, l'intérieur reste froid. Mais la vie peut-elle se dissimuler à plusieurs kilomètres sous terre? En Afrique du Sud, cette question a déjà trouvé sa réponse. Nous sommes ici au-dessus d'une mine d'or. Ses puits les plus profonds descendent jusqu'à 3500 mètres sous la surface. « 400 tonnes d'or sont extraites chaque année des mines sud-africaines pour une valeur marchande de 4 milliards d'euros. Ces chiffres expliquent sans doute pourquoi le puits le plus profond que l'homme ait creusé sur cette planète se trouve ici. Il est bien sûr utilisé pour l'extraction, mais il héberge aussi un projet de recherche de micro-organismes souterrains. Avant la création de ce puits, on pensait que le monde des profondeurs était exclusivement minéral. Personne n'aurait seulement imaginé qu'une forme de vie puisse y exister. À une telle profondeur, il est essentiel de vérifier régulièrement les niveaux de méthane. Une trop forte concentration de ce gaz qui sourd en permanence des crevasses pourrait annoncer l'imminence d'une explosion. Au plus profond de ce monde de silence et de ténèbres, ces chercheurs ont découvert des traces indiscutables de vie. Des infiltrations d'eau venues de la surface suintent le long de cette paroi. Elle est recouverte d'une épaisse pellicule blanche et noire, un tapis organique composé de différentes bactéries. Leur analyse a révélé la présence d'espèces totalement inconnues à la surface. Pourtant, elles sont équipées de gènes qui les prédisposent à une respiration oxygénée, ce qui semble parfaitement inutile dans leur habitat actuel.
C'est en fait la preuve que ces micro-organismes se sont, il y a très longtemps, frayé un chemin jusqu'ici, depuis la surface. Ils se sont glissés dans les interstices de la roche jusqu'à cet étrange habitat où ils ont réussi à survivre. Nous pensions autrefois qu'aucune vie n'existait à plus de 60 cm de la surface. Grâce aux études menées dans les profondeurs de ce puits de mine, nous savons aujourd'hui que l'on peut trouver des organismes vivants à 3000 mètres sous terre. Si nous disposions d'autres accès à des environnements aussi profonds, nous trouverions sûrement des traces d'organismes dont l'organisation serait sans doute proche de celle que nous observons ici. Le monde souterrain a en fait été le grand réservoir de la vie. Il y a environ 4 milliards d'années, quand la vie est apparue dans les océans, elle s'est immédiatement répandue dans différentes directions. Certaines de ces formes ont visiblement atteint les profondeurs de la Terre. Un épisode d'évaporation totale a sans doute éliminé toute vie des océans, mais les organismes qui s'étaient réfugiés loin sous la surface ont survécu. La Terre a certainement été transformée pour un temps en une boule incandescente. Mais au bout d'un an, la vapeur de roche s'est dissipée et la température a commencé à diminuer progressivement. Un millier d'années plus tard, l'eau évaporée des océans s'est finalement recondensée en pluie et s'est abattue sur la Terre au rythme de 3000 mm par an. Ces précipitations aussi torrentielles que celles de nos zones tropicales sont venues alimenter les cuvettes des océans. À ce moment précis, loin sous le plancher océanique, de nombreux micro-organismes survivaient encore, et parmi eux, nos lointains ancêtres. Pendant plus de 2000 ans, la pluie a continué de tomber par intermittence, et l'océan s'est de nouveau rempli. La Terre avait retrouvé la quantité d'eau qu'elle possédait à ses origines. Un nouveau monde océanique s'est reconstitué à la surface de la planète. Certains des microbes souterrains ont peut-être alors quitté l'habitat qu'ils avaient adopté depuis 3000 ans pour reprendre possession de l'océan reformé. Nos ancêtres étaient parmi ceux-là. Malgré leur taille microscopique, ils se sont lancés à l'assaut de ces nouveaux espaces. Et ce faisant, ils ont remis en route la grande roue de l'évolution qui, au terme d'un voyage de 4 milliards d'années, allait mener jusqu'à nous. Dans l'histoire qui allait suivre, la vie allait sans cesse devoir se projeter ainsi vers l'inconnu, pour que chaque fois s'enclenche une nouvelle étape du processus évolutif. Les humains n'ont pas démérité de l'esprit conquérant de leurs lointains ancêtres. Il y a environ 2 millions d'années, l'homme s'est mis en marche quelque part en Afrique. Puis, il est sorti du vieux continent et s'est répandu sur l'Europe et l'Asie. Il y a 10 000 ans, il a atteint la pointe sud du continent américain. Les continents étaient conquis. Certains se sont alors lancés à l'assaut des océans. Il y a 3000 ans,
ils quittaient l'Asie à bord de simples canoës et rejoignaient les îles de Mélanésie et de Polynésie. Il y a 1000 ans, ils atteignaient Hawaï, l'île de Pâques, la Nouvelle-Zélande et l'ensemble du Pacifique. Toutes les terres émergées de la planète étaient désormais habitées par l'homme. Mais déjà, il s'est lancé vers de nouveaux horizons. Nous, les humains, portons sans doute inscrit dans nos gènes l'obstination des premières bactéries qui ont survécu à l'épisode d'évaporation totale, cette force irrépressible de la vie qui nous pousse à toujours aller voir plus loin.